Merci beaucoup Sébastien de me donner la chance de venir parler de notre petit travail. Je reconnais que de nombreuses personnes dans cette salle ont participé de manière extrêmement efficace au travail que je vais vous présenter. Il y a 5 ans, nous sommes réunis avec les personnes vivant avec un handicap pour essayer de construire ensemble un guide éthique sur l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Nous avons travaillé avec eux, nous les avons invités à travailler avec les professionnels, nous les avons écoutés, nous les avons accompagnés et il en est sorti un guide éthique qui est devenu une charte de l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Et juste avant de signer cette charte, mon fils Romain nous a quittés. Et ce moment a été très difficile. Et du coup, très gentiment, Marisol Touraine m'a demandé « Est-ce que vous accepteriez de donner le nom de Romain à cette charte ?» Et du coup, cette charte est devenue la charte Romain Jacob. Et j'en suis très fier. Parce que 7000 personnes ont déjà signé cette charte, du plus haut niveau de l'État, du président de la République à l'ensemble de toutes les organisations du soin, du médico-social, de l'accompagnement. Qu'est-ce que demandait cette charte ? Cette charte, c'est pour nous une chose très importante parce que, en fait, c'est ce que demandent les personnes. Et pour ça, il fallait leur donner la parole. Alors on a donné la parole et les personnes, quand on leur a demandé de participer à la promotion de cette charte, à un moment donné, ils nous ont dit « Oh, une charte, ça va être encore un papier parmi tant d'autres et ça ne va pas fonctionner parce qu'elle va rentrer dans un tiroir et ce n'est pas possible. » Alors très vite, avec certains amis, Maxime Casabianca, qui doit être par là, avec d'autres, avec Sophie Dartevel, avec Emmanuel Hirsch, avec nous sommes dit, tiens, on va évaluer la charte à travers les personnes vivant avec un handicap. Il va faire donc un questionnaire qui va permettre à toute personne vivant avec un handicap de dire comment s'est passé son accès aux soins. 4 sujets dominants sont arrivés. La première chose qu'ils voulaient, c'est d'avoir accès aux soins. La deuxième chose qu'ils voulaient, c'est de pouvoir être accompagnés dans leurs soins. La troisième chose qu'ils voulaient, c'est qu'on leur explique ce que l'on leur fait et qu'ils le comprennent. Et puis la quatrième était simplement qu'on prenne en compte leur douleur. C'est très simple. Et de là est parti un questionnaire exactement comme les personnes. Ce questionnaire a été fait en facile à lire et à comprendre. Mais là encore, comme c'est eux qui répondent à ces questionnaires, c'est leur parole. Et vous allez voir, on arrive à bien travailler ensemble pour faire des progrès ensemble. Alors, on y va ? Première question, avez-vous subi un refus de soins ? Oui, j'en ai subi.
au moins un, et on peut même dire le nombre de refus de soins. Non, je n'ai pas subi. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, et vous êtes ici dans cette salle? Eh bien, le refus de soins en début 2017 était de l'ordre de 10%. Et aujourd'hui, 10% des personnes déclaraient avoir... Et aujourd'hui, il est de 22%. Alors, tout le monde s'est un petit peu inquiété de partout, et on s'est dit, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Et du coup, le questionnaire a été revu sans changer la demande des personnes, mais il a permis à différents services d'aller plus loin pour comprendre ce qui se passait. On a travaillé avec les urgences, on a travaillé avec les hôpitaux, on a travaillé avec la FHF, on a travaillé avec le médico-social, on a travaillé avec l'HAD, on a travaillé avec les ministères, et chacun a mis son envol pour que le questionnaire soit le plus complet possible. Alors, deuxième point, dans quel service avez-vous subi ce refus? Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'on ne s'y attendait pas beaucoup, et de savoir où ça se passe. Vous voyez, le questionnaire au départ était assez succinct, mais par exemple, l'hôpital a voulu différencier les urgences des services. Les médecins qui vont à domicile ont voulu séparer les soins médicaux de l'aide à domicile. Et bon, le reste est à peu près conforme. Troisième question. Là, ça commence aussi à nous faire un peu mal. Avez-vous, après un refus de soins, abandonné vos soins? Alors on était en 2017 à moins de 2% d'abandon des soins, et en 2019, nous sommes très proches des 8% d'abandon de soins, et ça, c'est probablement une difficulté majeure. Pourquoi? Quand? Comment? On y va. Et là, on va demander à la personne qu'elle ait eu un refus de soins ou pas, où est-ce qu'elle est allée se faire soigner. Et vous remarquerez que c'est les mêmes lieux que les lieux de refus de soins. On va aller à la question suivante. Voilà un début de résultat. Est-ce que vous arrivez à voir? Pas trop? Alors je vais essayer avec ma canne de vous guider. Vous voyez, en 2017, on avait 10% de refus de soins. Et à la fin de mars, on était à 21%. C'est assez intéressant de voir que ça n'a pas cessé de croître. Deuxième situation, c'est combien? Alors, c'est assez stable. Combien de refus on a eu, mais on s'aperçoit quand même que les gens en ont plusieurs. Et puis, troisième question, qui est quelque chose qui est... J'ai abandonné mes soins, et cela a considérablement évolué, et ça devient difficile pour ces gens-là. Alors, voilà des résultats que nous transmettons à tous les responsables du soin en France. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, qui a refusé des soins? Là, ça va peut-être être moins amusant. Et ici, vous voyez, c'est les spécialistes en ville. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec le Conseil national de l'ordre des médecins? On est allé les rencontrer et on leur a demandé, mais pourquoi vous avez autant
de refus de soins. Et ils nous ont dit, on ne sait pas faire, déjà, et c'est plus commode pour nous qu'ils soient à l'hôpital. Et du coup, probablement qu'on ne les oriente pas bien, probablement, et qu'on se retrouve. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que vous allez voir que ça a des conséquences extrêmement difficiles, et il va falloir qu'on essaye de travailler tous ensemble dessus. Le deuxième, c'est l'hospitalisation à domicile. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, les derniers résultats sont en net progrès de baisse, puisque nous attendions à fin avril, parce qu'il y a eu un beau changement de cap au niveau de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, et d'autres, nous avons eu, je dirais, une volonté de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait pas à avoir en même temps le SIAD, qui est un service qui fait du nursing, et l'HAD, qui fait les soins. L'HAD n'a pas envie de faire le nursing, et le SIAD n'a pas le droit de faire les soins. Résultat de l'opération, eh bien, ni l'un ni l'autre n'arrivait, et on laissait le patient sans soins. Ou qu'il aille à l'hôpital. La troisième notion, c'est à l'hôpital dans les services. Et on s'aperçoit que ça reste assez important. Ça reste d'autant plus important que nous nous sommes référés à une loi européenne, mais qui vous sera mieux expliquée, parce que moi, si je vous parle juridique, je suis totalement nul, et Benjamin sera extrêmement compétent dans ce domaine. Pourquoi l'hôpital aujourd'hui apparaît comme un refuseur ? Parce que tout délai de plus de 6 mois pour un rendez-vous est considéré comme un refus en Europe. C'est pas idiot, hein. Vous allez voir que ça a des conséquences. Le troisième, c'est les généralistes. Bon, et on verra après. Et les maisons de santé de proximité, je ne suis pas très content, parce que quand même, elles ont été créées depuis 15 ans, et là, on n'a pas beaucoup de bons résultats. Après, les établissements médico-sociaux, à domicile, c'est très faible. Et à l'hôpital aux urgences, nous pouvons, vous allez les entendre tout à l'heure, Éric Revu de la Riboisière et Alain Léon de l'hôpital de Reims, il n'y a quasiment jamais de refus de soins dans les urgences. Et il faut vous dire que c'est un casse-tête pour les urgences qui ont énormément de mal à trouver dans leur propre hôpital un lieu de soins qui a du mal à les accepter. On me disait qu'un interne en urgence mettait entre 5 et 10 fois plus de temps à trouver une chambre pour une personne vivant avec un handicap pour rentrer dans un service. Les motifs de refus de soins sont désagréables à entendre. Ça, c'est l'inaccessibilité. Et pas uniquement le plan incliné. Vous savez, moi, je ne crois pas beaucoup au plan incliné qui va vers une porte fermée. Pour moi, l'accessibilité, c'est en haut d'un plan incliné, une porte ouverte avec un sourire. La deuxième, c'est le délai de plus de 6 mois. Vous voyez que c'est quand même assez important. C'est un bon moyen de dégager. Le truc, ce qui fait mal, et là on a beaucoup à travailler, 21%, c'est « je n'avais pas assez d'argent ». Et attention, je discutais avec Sophie tout à l'heure, et le CMU, ça touche tout le monde. Et on ne devrait pas avoir de refus de soins, parce qu'on n'a pas d'argent. Enfin, on n'a pas voulu de moi. Et ça, c'est quelque chose de difficile à entendre. Mais vous le verrez, Alain Léon, on vous en parlera tout à l'heure. Pourquoi on ne vous a pas voulu de moi ? Parce que très souvent, on ne sait pas comprendre un Clément,
un Romain, une Aurélie, parce que on ne les a pas formés pour ça. Les médecins n'ont pas été formés. Et Alain Léon vous parlera des travaux qui ont été faits par l'Université de Reims pour changer complètement le dispositif de formation qui, aujourd'hui, porte des fruits remarquables. On va aller plus loin. Tiens, où est-ce que vous êtes allé vous faire soigner? Oh, j'ai l'impression que ce graphe nous montre que nous sommes un tout petit peu hospitalo-centrés. Le réflexe du patient est aujourd'hui d'aller à l'hôpital. Et vous voyez qu'entre 2017, ce petit tas, le reste des gens qui ne sont pas aujourd'hui de l'hôpital, devient de plus en plus petit et ça commence à vraiment poser des problèmes aux hôpitaux. La diapo suivante est assez intéressante. Rappelez-vous que tout à l'heure, je vous parlais que la personne vivant avec un handicap souhaite avoir quelqu'un pour l'accompagner dans ses soins, quand elle le souhaite. Elle peut très bien ne pas en avoir besoin, mais il y en a beaucoup qui en ont besoin. Alexis Karakoska nous disait avec Djéa que une personne vivant avec une surdité aujourd'hui sur 5 a la chance de pouvoir rencontrer un médecin avec quelqu'un qui est capable de faire la langue des signes. Mais il y en a 4 qui ne l'ont pas. Eh bien, ça se traduit qu'aujourd'hui, nous allons avoir des situations sur l'accompagnement qui ne sont pas bonnes. Là, nous vous avons comparé 2 régions, et c'est pour rendre hommage à ce qui a été fait dans le Grand Est, à Alain, que nous verrons tout à l'heure. Eh bien, vous voyez, dans le Grand Est, aujourd'hui, on n'a que 10,9% de refus de soins. Et à l'échelon global de la France, on est à 21%. Il y a des régions qui dépassent les 38% de refus de soins. Et sans trop les citer, c'est quand même bizarre. C'est des endroits où il y a le plus grand nombre de médecins. C'est ennuyeux. Il suffit de savoir où sont les médecins. Mais vous voyez aussi que l'abandon de soins ici est un fort et les progrès qui ont été faits ici sur la région Grand Est, qu'est-ce qui s'est passé dans le Grand Est? On a formé les médecins. On va aller un peu plus loin. Voilà un tableau qui est assez intéressant et je vais vous présenter ce tableau qui simplifie un peu les questions. Première chose, nous avons présenter ce tableau sur la base de 5500 personnes. Où est-ce qu'ils sont allés se faire soigner? Alors vous remarquez qu'ici, 9% sont allés chez le généraliste, 27% sont allés aux urgences, 10% sont allés à l'hôpital, 10% sont allés dans une maison de proximité. Ça c'est clair et c'est facile à voir et vous allez voir. On leur a demandé, ici, avez-vous eu un refus? Eh bien, dans le même lieu, s'ils en ont soigné 511, il y a eu 160 refus chez les généralistes. Il y a eu 390 refus de soins chez les spécialistes. C'est assez intéressant de s'apercevoir 208 dans les hôpitaux, 161 à l'hospitalisation à domicile et 238. Eh bien, on s'aperçoit que 29% des refus de soins sont actuellement chez le spécialiste et en ville. Mais c'est quand même assez impressionnant de s'apercevoir que ça représente 56% de la fréquentation des spécialistes. Donc, devient un vrai problème.
Ces personnes-là, on leur a demandé, puisque vous êtes allé là, vous avez été refusé là, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, ici, vous avez la carte qui vous dit, moi, j'ai abandonné mes soins. Eh bien, quand on est un spécialiste, qu'on a eu 390 personnes qui ont été refusées, il y en a 194 qui ont abandonné leurs soins. 134 s'ils viennent des hôpitaux, des services. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 462 personnes qui ont fait l'objet d'un refus de soins sur 5000, ce qui représente presque 9%. Et puis, on s'est dit, une fois qu'on avait cette donnée, si vous n'avez pas abandonné, où est-ce que vous êtes allé? Et quand on a fait l'objet d'un refus de soins, où je vais? Eh bien, où est-ce qu'on va? Principalement aux urgences. 720 personnes sur les 1313 personnes qui ont fait l'objet d'un refus de soins sont allées aux urgences. Mais ce qui est très ennuyeux, c'est que ces 720 personnes, ça représente 46,7% de la fréquentation des personnes vivant avec un handicap dans un hôpital. Ça veut dire qu'une personne sur deux qui, aujourd'hui, va aux urgences a fait l'objet préalablement d'un refus de soins. Ça devient préoccupant. Est-ce que c'est clair? Eh bien, nous allons passer à la diapo suivante. Ah, nous avons aimé, parce que nous sommes ici dans le laboratoire de l'éthique, et là, j'ai une petite diapo qui m'intéresse énormément. Ce sont les refus de soins par l'âge. C'est intéressant, non? Vous vous apercevez que si vous avez moins de 10 ans, vous avez 11,6%. Mais si vous avez plus de 81 ans, le nombre de refus de soins devient difficilement agréable. Mais je vais vous compliquer le système parce que c'est encore plus drôle, si on peut appeler ça drôle. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Ah, c'est le refus de soins par type de handicap. Je vous laisse imaginer que sensoriel, ça va plutôt pas trop mal. Maladie invalidante et maladie psychique. Et si vous mariez les personnes âgées avec l'handicap psychique, là, vous allez arriver à des résultats de gens qui sont quasiment pas soignés. Et là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème parce qu'on reconnaît quand même qu'il y a des endroits où ça marche. Donc, pourquoi ne pouvons pas, nous, faire mieux? Et aujourd'hui, Handifaction n'est pas le procès de ce qui se passe. Il est la carte des progrès. Il est la carte qui dit là où ça marche, là où le consommateur est content, eh bien, il faut aller voir comment ils font. La diapo suivante. Alors, ça, c'est assez amusant parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas une fatalité. Si je vais à Chartres aujourd'hui et que je m'appelle Clément et que je me suis ouvert la tête sur la route, ben, j'attends pas. Et pourquoi dans un autre hôpital, j'attends? Parce qu'à Chartres, on a fait un travail qui a consisté à mener toute l'équipe qui a réussi à comprendre que Clément ne savait pas, parce qu'il est infirme moteur cérébral et autiste, il savait qu'il ne pouvait pas attendre. Et que si on le faisait attendre, on n'avait plus de capacité à le soigner. Donc là, on s'est rendu compte qu'on a un petit problème aussi, c'est que le temps d'attente, il est très différencié selon l'âge. Alors, j'étais avec Jean Siblia, qui est le
président des doyens, il me dit, vous savez, c'est très simple. Les personnes âgées, elles ne râlent pas assez, alors on prend en premier les personnes qui râlent le plus. Alors, quand on a des enfants, c'est les parents qui râlent, et on finit par les prendre. Mais la personne âgée qui est dans un couloir et qui est depuis longtemps arrivée et qui n'a pas encore vu l'orientation, eh bien, elle est bien en difficulté parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Nous allons aller un tout petit peu plus loin. Le temps d'attente par type de handicap, eh bien, nous voyons deux choses. La première, c'est que le sensoriel est plutôt le mieux servi. Et puis, très bizarrement, le polyhandicap. Eh bien, je ne sais pas si c'est une sensibilisation. Nous avons eu une discussion avec les équipes de Rennes, où il y a beaucoup de travail sur le polyhandicap. Et on s'est aperçu que finalement, quand il y a une personne qui vit avec un polyhandicap, on est très pressé d'essayer de l'aider. Et ça donne des chiffres qui sont toujours assez durs à regarder. Bien. Aujourd'hui, on a besoin de l'aide de tout le monde pour pouvoir continuer à progresser. Et nous avons une petite nouvelle, c'est que nous avons dépassé les 50 000 répondants. Et nous avons un objectif de passer à 100 000 répondants par an. Ça va venir. D'ailleurs, nous démarrons demain le tournage d'un film que vous verrez sur la télévision et dans les hôpitaux qui invite les personnes vivant avec un handicap à répondre au questionnaire. Mais la communication autour de ça est importante. Je vais laisser cet état et ce constat à mes confrères qui vont parler après moi. Je voudrais simplement vous dire aujourd'hui que la parole de la personne vivant avec un handicap aujourd'hui, elle est à écouter si on veut faire des progrès. Lorsque je suis allé présenter les résultats au comité des usagers national, ça a été très intéressant. Et les personnes qui n'étaient pas handicapées m'ont dit « Mais comment se fait-il que vous ne fassiez pas cette étude aussi pour les personnes qui ne sont pas handicapées ?» Ben, je leur ai dit « Écoutez, pour l'instant, notre mission est déjà assez lourde parce que s'il fallait qu'on invite tout le monde à répondre au questionnaire, je ne sais pas si vous voyez la machine qu'il faudrait avoir. » Eh bien, les personnes vivant avec un handicap sont encore une fois quelqu'un qui met le doigt là où ça fait mal et qui nous permettent de progresser. Car les personnes qui ne, certes, n'ont pas autant de refus de soins, n'ont pas autant de difficultés pour se faire soigner que les personnes vivant avec un handicap, mais elles seront aidées parce qu'on mesure bien un travail, ce qui nous permettra à tous de progresser, et vous le verrez tout à l'heure avec tous nos confrères. Je suis à votre disposition après les exposés de nos amis pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci.